Bonjour, vous êtes sur le podcast de la CDI sur le design intégré. Dans cet épisode, nous parlerons du design intégré dans un groupe de construction d'engins de chantier avec Fabrice Dussolier, designer chez Mecalac. Mecalac, dont le siège est à Annecy, est un fabricant international d'engins de construction innovants sur chenilles et sur pneus pour les chantiers urbains. L'entreprise se développe ces 4 dernières années avec le rachat de différentes sociétés européennes et la gamme se diversifie. Fabrice Dussolier, designer intégré depuis 10 ans dans cette PME, va donc nous présenter l'évolution de son métier et de ses pratiques dans ce contexte de croissance. Bonjour Fabrice, pour commencer, peux-tu te présenter ton parcours ? Bonjour. Donc mon parcours il est relativement rapide. En fait, moi j'ai fait une formation de design industriel, donc d'esthétique industrielle, ça s'appelait à l'époque. Donc à l'ENSAMA à Paris. Donc j'ai fait 2 ans d'esthétique industrielle avec l'obtention d'un BTS qui à l'époque était professionnalisant, on va dire. On avait la possibilité ensuite de prolonger sur un DSA. Moi je me suis arrêté après mon BTS pour des raisons personnelles, et 1 an après ma formation, 2 ans après, j'étais en indépendant. J'ai fait tout sauf du design. J'ai fait de la peinture monumentale, des décors de théâtre, de l'illustration. Et puis ensuite, j'ai postulé dans une agence dans la région Rhône-Alpes, donc qui s'appelle Caligo. Et là, j'ai été intégré dans une équipe qui était déjà un petit peu conséquente. Caligo commençait à être une agence, on va dire, qui avait quelques bonnes références. À l'époque, sur Rhône-Alpes, il y avait 2 agences, on va dire, un peu... pas sur Rhône-Alpes, sur Annecy. On va dire Annecy et sa région, il y avait 2 grosses agences qui étaient Tram et Caligo. Et puis donc voilà, j'ai été intégré dans cette agence, dans laquelle j'ai fait un parcours de 18 ans. Avec des expériences dans des domaines très variés, que ce soit dans le sport loisir, dans l'industrie, dans le nautisme, plein de clients sur la région, et puis dans toute on va dire principalement sur la France. Donc avec quelques exemples: Salomon, Somfy, Maped, JM Lab dans l'hi-fi, Katana dans le nautisme, et puis des fabricants comme Camiva sur les camions de pompiers, et donc Mecalac aussi, qui était un client important de Mecalac à partir de 1995. Voilà, donc moi j'ai fait un de mes premiers projets en arrivant dans l'agence. C'était donc une machine qui est la machine phare de Mecalac, la 12 MTX, pour laquelle j'ai commencé à travailler. Voilà, j'avais 21 ans. Voilà, 22 ans, je sais plus. Voilà, donc un beau parcours chez Caligo, qui était une agence que je retiens. Enfin, moi, ce que je retiens surtout de ce parcours en agence, c'est un lien fort avec mes collègues. On avait vraiment des liens forts, beaucoup d'émulation. Il y en a quelques-uns d'ailleurs qui sont partis, parce que je vois que Philippe est là. Il y en a un qui a maintenant un beau poste chez Salomon aussi dans le footwear. Voilà. Et Benjamin. Et puis donc voilà, un lien fort entre collègues, beaucoup d'expériences variées, c'est-à-dire que tu passes vraiment d'un sujet à l'autre, très intéressant sur le plan de la formation, parce que moi j'avais tout à apprendre, hein, quand tu démarres ta carrière de designer, t'es pas vraiment efficient. Donc on va dire qu'au bout de 4-5 ans, je commençais à avoir déjà une bonne ça commençait à être pas mal. Et puis ensuite, pendant ces 18 ans, il y a eu aussi des projets qui étaient des projets internes à l'agence. On avait développé des produits propres. Parce que mon ex-patron adorait le nautisme, donc on a développé des bateaux. Donc on a travaillé dans tout l'aménagement intérieur des bateaux. On a développé des lampes frontales. Et donc on a commencé à avoir une expertise notamment dans les LED. Et ça nous a amené plus tard vers la création de mobilier urbain à base de LED aussi, et on avait créé toute une gamme de mobilier urbain à LED. Et puis comme on était des bons concepteurs mais pas des très bons commerciaux, on va dire, cette expérience qui était déjà presque un peu une expérience de design intégré nous a amené à être acheté par un groupe en fait
qui s'appelle Switchmed, qui faisait du négoce en fait de produits de gros, genre de dalles lumineuses pour le tertiaire, mais qui faisait de l'import-export avec la Chine, et qui voulait en fait intégrer un bureau d'études pour la partie mobilier urbain, parce qu'en fait le mobilier urbain c'est quand même très technique. C'est pas quelque chose, c'est pas un domaine dans lequel tu peux faire de l'import-export. Il fallait vraiment avoir du savoir-faire et de la R&D. Puis en fait, ces gens, je me suis pas du tout entendu avec eux parce qu'ils avaient aucune idée en fait des temps de développement qu'il fallait réellement pour avoir des bons produits. C'était des gens qui voulaient avoir des retours rapides sur investissement et qui finalement connaissaient peu le métier de développement. Et je me suis vite aperçu que ça ne m'intéressait pas. Et c'est à ce moment-là que j'ai frappé à la porte de Mecalac. Voilà, pour tenter une aventure un peu plus ciblée sur le design intégré. Voilà en gros. Donc Fabrice, on a compris que tu as travaillé d'abord comme externe pour Mecalac, puis que tu as été intégré dans l'entreprise. Pour toi, maintenant que tu es salarié, est-ce que tu peux nous expliquer, aussi bien pour l'entreprise que pour toi en tant que designer, quelle peut être la différence entre cette posture design externe et design interne? Quel est l'intérêt pour les projets, pour l'entreprise, comme pour la R&D? Oui, alors déjà par rapport au positionnement du designer lui-même, c'est sûr que quand on est en agence, on a toujours une vision partielle en fait de l'entreprise pour laquelle on va travailler. Alors à la fois c'est un positionnement intéressant dans le sens où on n'a pas toutes les contingences on va dire des équipes internes du client pour lequel on va travailler, donc peut-être une forme de liberté ou peut-être de liberté d'action et de parole aussi par rapport à parfois à des on va dire peut-être des positionnements politiques qu'il peut y avoir autour des projets, etc. Donc on a ce côté extérieur qui permet d'avoir peut-être plus de possibilités de propositions, on va dire, voilà. Donc ça, pour l'avoir expérimenté pendant 18 ans, je peux dire que à la fois c'était bien parce que c'était pour ça qu'on venait nous chercher, pour avoir ce regard neuf et on va dire pour pouvoir parfois faire des arbitrages qui n'étaient pas finalement pas possibles d'être faits en interne. Voilà. Donc je pense que c'est un peu pour ça aussi que certaines agences selon leur positionnement, se sont bien développées avec certains gros clients. C'est que on a besoin parfois d'avoir ces ressources externes là pour venir un peu remettre un peu en branle, on va dire, des équilibres qu'on doit bousculer en fait, voilà, dans l'entreprise. Mais avec parfois quelques frustrations sur finalement le regard, le suivi qu'on peut avoir en tant que designer sur la totalité du développement d'un projet, de sa phase amont, son développement et ensuite son suivi lors de sa sortie. En fait, il y avait beaucoup d'étapes dont on ne maîtrisait pas le suivi, voire parfois on pouvait être un peu surpris de voir finalement le produit fini par rapport au dessin original ou enfin en tout cas à l'objectif original qu'on s'était fixé. On sentait qu'il y avait il pouvait y avoir un hiatus, quoi. Il pouvait y avoir quelque chose qu'on avait loupé. Voilà. Et ça c'est normal, c'est parce qu'en fait on a loué un certain nombre d'heures, on pouvait pas non plus faire exploser les forfaits. Donc il y a des moments où tu lâches le truc et puis après c'est les équipes de développement qui se chargent, on va dire, de toute la partie opérationnelle. Donc ce que j'ai trouvé en fait en arrivant chez Mecalac, c'est principalement cette profondeur là d'action, c'est-à-dire à la fois de la chance, mais ça c'est parce que je l'avais demandé, d'être intégré très en amont des projets, c'est-à-dire sur la partie stratégique, offre produit, quelles sont les opportunités on va dire d'innovation pour une marque qui a un certain positionnement, comment ça peut se transcrire en termes d'offres produits. Donc avec on va dire des projets plus prospectifs, voilà. La partie purement R&D, où là on commence à faire à produire des solutions et puis rentrer dans le vif du sujet. Et en fait, après, tout le lien
qu'on a avec l'ensemble des métiers de l'entreprise. Parce qu'en fait, ce qu'on n'a pas quand on est à l'extérieur, c'est qu'on a souvent affaire à une interface, donc ça peut être une interface marketing, bureau d'études, ou parfois c'est la direction avec qui on est en direct, mais en fait on n'a pas le lien avec tous les métiers de l'entreprise. C'est vrai qu'en interne, ce qui est très formateur pour un designer, c'est qu'il est obligé de prendre en compte l'ensemble de la chaîne de développement, enfin de développement ou d'accompagnement, parce qu'en fait sortir un produit c'est bien beau, mais derrière pour qu'il rencontre un succès commercial, il faut aussi qu'il y ait les bons supports de communication, il faut qu'il soit au bon prix, donc ça veut dire aussi des liens forts avec par exemple la partie achat, en production avec la partie méthode, etc. Et en fait tout ça moi je l'avais pas quand j'étais en agence. Voilà. Et tout simplement, je me suis aperçu que si tant est qu'on se donnait la peine d'avoir un regard sur l'ensemble des phases, on pouvait toujours, alors pas de manière approfondie, puisqu'il y a des choses qui ne sont pas de notre compétence, mais on a toujours quand même un regard pour se dire quand ça dérive un peu, c'est-à-dire quand le projet quitte l'objectif originel, que l'intention originelle, c'est plus l'histoire de l'intention en fait. Qu'un projet il peut évoluer, mais il faut qu'il reste l'intention de départ. Et ben là, je pouvais plus, on va dire, piloter le fait que l'intention continue à y être ou pas. Voilà. Et ça, donc, ça permet vraiment quelque chose de beaucoup plus approfondi en fait. Et puis c'est aussi intéressant sur le plan humain, d'avoir affaire à des métiers très différents. Là, après ces 10 ans d'expérience, je peux dire que je l'étais déjà convaincu, mais je suis convaincu qu'aujourd'hui, c'est sûr que tout seul, un designer tout seul, un marketeur tout seul, ou quelqu'un qui a un métier isolé, de toute manière, personne n'est capable de sortir un produit tout seul. En fait, c'est vraiment une chaîne et un ensemble de compétences. Et voilà, bon, après ces quelques expériences de développement là sur 10 ans chez Mecalac, je peux dire qu'entre les projets que je faisais en agence et ce que j'ai fait depuis 10 ans chez Mecalac, pour moi, sur la qualité de ce qui est sorti, pour moi, c'est le jour et la nuit. Je pense réellement que le design intégré a permis de sortir des produits beaucoup plus aboutis. Ça, j'en suis convaincu. Ah, mais avec d'autres contraintes, qui est parfois on met le doigt à des endroits où il faudrait peut-être éviter de le mettre, beaucoup trop dans la technique peut-être aussi par exemple. Alors que donc là c'est plutôt savoir aussi se positionner, c'est-à-dire rester sur ces domaines de compétences où on a le plus de valeur ajoutée. On a tendance, on va dire, tout le temps à combler les lacunes de l'entreprise, c'est-à-dire à aller dans les creux et puis à combler là où il y a des manques de compétences. Et moi, par exemple, sur la partie développement technique, j'ai eu tendance à mettre le doigt un peu loin, par exemple. Mais du coup, c'est autant de temps que je peux pas passer sur la partie créative. Donc là, je suis en train de réajuster les choses avec l'arrivée de Tom, notamment, ça va me permettre de reprendre un peu d'air par rapport à ça. Et puis vraiment, de me concentrer sur là où je suis le meilleur, en fait. Bon, voilà, ça c'est pas gagné non plus, mais je pense que en même temps je me connais assez bien. Maintenant, on va dire qu'avec l'expérience que j'ai, je sais où je suis bon, où je suis moins bon, et en même temps j'ai quand même essayé de bousculer mes limites et mes domaines mes domaines de compétences. C'est-à-dire, je suis pas allé que là où j'étais dans le confort. Je suis allé aussi là où c'était moins facile. Donc ça permet de mieux se connaître et puis en tout cas d'acquérir un minimum de compétences pour être crédible. Je crois que c'est ça surtout, c'est qu'en entreprise on est toujours un peu testé en tant que designer, on est toujours testé sur c'est un peu la caricature, mais c'est un peu l'artiste là qui arrive au milieu de tout le monde, même dans un milieu industriel. Et en fait, faut donner des gages. Voilà, faut donner des gages. Alors que moi, je suis convaincu qu'en fait, mes capacités artistiques, elles sont aussi importantes que mes capacités techniques. En tout cas, chez Mecalac, j'en suis convaincu. Ça, il y a aucun doute. Donc, le cœur de cible de Mecalac, c'est vraiment le chantier urbain. Et du coup, peux-tu nous expliquer ce que cela signifie pour vous, designers, Tom et toi, dans votre quotidien? Qu'est-ce que designer un engin de chantier urbain par rapport à la concurrence? Comment vous vous positionnez et quelle influence ça peut avoir sur votre travail?
Eh bien, alors ça c'est intéressant comme question parce que c'est une question à laquelle finalement j'ai commencé à répondre depuis longtemps, mais sur laquelle j'avais pas vraiment formalisé. Et puis c'est en discutant il y a 2 ans avec le groupe de designers intégrés, notamment Benoît était là. Il m'avait dit, il faut que tu commences à écrire un peu des choses sur les valeurs de la marque, et puis comment tu as défini, par exemple, l'univers formel dans lequel tu évoluais, parce que il y a une réelle, comment dire, ça se voit sur les produits, mais ça peut pas être, comment dire, ça peut pas être simplement le résultat d'une intuition on va dire, d'une incarnation d'un homme dans une entreprise. Et en fait, du coup, avec l'arrivée de Tom, notamment, ça m'a permis d'avoir un retour sur j'avais travaillé autour de, on va dire, de la définition de cet univers formel, et aussi bien sûr sur la partie euh, architecturale des produits, parce que au départ, j'avais tendance à dire, je maxe sur l'architecture des produits, parce que c'est la base, en fait, c'est le squelette d'une machine, c'est la base du design. Et forcément, comme on est en milieu urbain, ça veut dire qu'on travaille sur des machines compactes. Et donc, on va toujours axer nos designs sur. Il y a à la fois la polyvalence, mais il y a aussi la compacité, réduire le nombre de mouvements sur le chantier, etc. Donc, ça, c'est déjà générateur quelque part de design, dans le sens où c'est la fonctionnalité qui va donner le squelette de la machine. Mais bien sûr qu'il n'y a pas que ça. Et en fait, notamment en milieu urbain, moi les thématiques sur lesquelles j'ai travaillé, c'était essayer de faire des machines qui soient plutôt conviviales, qui ne fassent pas peur, tout en ayant un aspect un peu technique. Et du coup, je me suis aperçu que j'avais beaucoup travaillé sur l'élégance, la continuité, la cohérence, et aussi sur la fusion. C'est-à-dire ne pas faire des choses qui soient trop mécaniques, mais d'avoir un petit peu de forme naturelle, on va dire, un mélange entre des formes mécaniques et des formes naturelles, une sorte d'hybridation. Donc un peu à la Robocop. Enfin voilà, on est vraiment dans l'idée je sais pas si on pouvait trouver des idées dans la science-fiction, c'est l'histoire de la fusion entre l'homme et la machine. Voilà. Et donc ça, c'est quelque chose en fait, je me suis aperçu que c'est quelque chose qui avait sous-tendu mon travail depuis le début, et que du coup, ça donnait un peu l'idée que c'était des sortes de bestioles, en fait. Et je pense que dans le design Mecalac, ça se ressent. Euh, voilà, éviter de faire des machines qui fassent peur. Donc ça, je sais pas, j'espère que j'y suis arrivé. Je pense que c'est des machines qui ont toujours un peu je travaille beaucoup sur enfin, on travaille maintenant, on travaille beaucoup sur donner un visage, donner une personnalité. Euh, et puis, notamment sur la dernière gamme, la gamme MWR, on a beaucoup travaillé sur l'idée du muscle, des tendons, de la transmission de la force. Euh, alors à la fois, c'est vrai qu'il y a des parties très mécaniques dans les machines, donc là où c'est vraiment on va dire du calcul d'éléments finis purs, mais il y a toute la partie, on va dire, pièces de forme, pièces de forme libre, dans laquelle on peut amener beaucoup plus voilà, tout ce qui est en rapport avec le muscle, le tendon, le côté musclé, voilà, le côté qui du coup a un univers de forme plus orienté vers l'animal ou la nature. Euh, donc ça, c'est pour caractériser les engins dans le milieu urbain. Voilà. Sachant que de toute façon, chacune de nos machines est pour l'instant positionnée en tant que telle, c'est-à-dire qu'elle est en urbain, périurbain. Et par exemple, ce ne sera pas des machines qui vont aller en carrière, et donc qui vont avoir des fonctionnalités beaucoup plus spécialisées, beaucoup plus orientées sur la rentabilité. Une pelle de carrière, elle doit bouger un certain volume de terre dans un temps donné. Nous, on va plus être sur l'agilité, sur le côté mouvement, enfin mouvement, et en même temps limitation des mouvements au sein du chantier. Donc ça revient à l'architecture dont je parlais au départ. Et en fait, l'ensemble de ces caractéristiques-là font que ça crée un design dédié à l'urbain, enfin, de mon point de vue. Donc aujourd'hui, Mecalac, ça devient une grande PME qui s'internationalise, et donc ça se fait surtout par de la croissance externe avec le rachat de marques et de compétences.
Et donc, peux-tu nous expliquer l'évolution de ton rôle et de ton quotidien, l'évolution de ton métier vers le design management? Alors, par rapport aux entités du groupe, historiquement, j'avais déjà un peu l'expérience de travailler avec des entités donc extérieures à la maison mère, à Mecalac France, puisque déjà en tant que designer intégré, j'avais j'avais participé au développement de projets, notamment pour l'Allemagne, sur les chargeuses. Donc, on va dire déjà avant de faire du management en tant que designer, on va dire simplement designer opérationnel, il y avait cette notion de diffuser en tout cas la cohérence du design qui avait été créé à Mecalac France vers des produits à typologie un peu différente, donc les chargeuses. Donc ça oblige en fait à, à être quelque part en empathie aussi avec les gens qui sont dans les usines euh, à l'étranger, parce qu'eux, ils ont leur propre culture, ils ont des habitudes de travail, et donc il faut essayer d'arriver avec comment dire, un positionnement qui n'est pas celle du conquérant qui va imposer ses choix. Il faut arriver à faire passer les choses de manière assez soft, tout en étant relativement pédagogique pour expliquer que le design, c'est ça aussi, c'est donner de la cohérence. Euh, et parce que ça, après, je dirais, le client final, lui, il ne sait pas que les chargeuses sont faites en Allemagne, les pelles en France, etc. Lui, ce qu'il voit, c'est une offre produit globale qui va donner une image de marque. Et donc, le design a cette fonctionnalité de rendre cohérent tout ça, quoi. Donc, c'est la première chose. Ensuite, donc, bon, là, depuis 5 ans que Mecalac a racheté l'usine en Angleterre, c'est vrai que là, mon rôle, comme la profondeur de gamme est assez importante, mon rôle, effectivement, c'est plus d'arriver à créer des outils qui permettent, en fait, de diffuser dans les différents développements qui ont lieu, de montrer quels sont les marqueurs des produits ou comment un produit doit être abordé, que ce soit en termes de définition à la base, c'est-à-dire que si je prends l'exemple de l'Angleterre, c'était une usine Terex. Eux, ils avaient l'habitude de commencer des cahiers des charges sur des tableaux Excel avec des coûts, avec voilà, un prix de revient objectif, des marges, etc. Euh, Même si ça fait partie du travail, moi je leur ai expliqué que d'abord, pour commencer un développement, il fallait déjà commencer par donner envie. C'est-à-dire qu'on commence déjà par faire des propositions de valeur sur nos, on va dire, nos concepts. Qu'est-ce qu'on amène au client? Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire différemment sur le chantier avec sa machine? Et puis là, on sort quelques concepts. Et ces concepts-là, on va les mettre en forme de manière un peu sexy pour montrer lors d'une première réunion. Et ça, c'est un démarrage. Un démarrage, il ne se fait pas avec un tableau Excel. Enfin, personne n'a jamais été séduit par un tableau Excel, en fait. Voilà. Donc, typiquement, c'est ce que j'essaye de faire comprendre. Je ne suis pas tout seul, parce que là, je suis bien aidé par une personne qui est aussi historiquement dans l'entreprise, qui est donc Patrick Bremer, qui lui est convaincu depuis longtemps que Mecalac s'est différencié parce que on a essayé plutôt d'évoluer dans l'océan bleu que dans l'océan rouge de la concurrence, on va dire, et que ça s'est passé essentiellement par l'approche design, en fait. Donc comme Patrick, lui, est vraiment tout de suite au-dessous de la direction générale et que c'est vraiment quelqu'un qui pour moi est on va dire, un point d'entrée dans les choix faits par la direction, bah, je l'utilise, enfin, et on travaille en collaboration pour diffuser ça aussi dans les autres entités du groupe. Voilà. Ce qui n'était pas forcément évident, puisque quand l'équipe anglaise, par exemple, pendant 15 ans, eux, ils ont été rompus à l'optimisation produit, à la baisse à l'optimisation des coûts, quand tout d'un coup on leur dit bon bah ok, pour l'instant au stade où on en est du projet, on a plus, je dis n'importe quoi, 300 ou 400 euros sur la baume. Bah, pour eux, avant, ils avaient un veto, on va pas plus loin. Bon, nous, ok, on en est là pour l'instant, mais par contre, on a donné envie, donc on a une vraie différenciation, on va avoir des choses à raconter, on a une histoire à raconter, donc on y va, et puis après, on verra comment on optimise, mais après. Voilà. Donc voilà, c'est plus quelque part de la diffusion de la bonne parole qu'on estime être en fait celle qui nous a amené là où on est.
Et ça passe effectivement par, toujours, par de la pédagogie, mais aussi par des outils très, très simples, faire des belles images, des beaux rendus sur Visualize, des beaux dessins. Et c'est des outils de designer, c'est pas d'autres outils en fait. Voilà. Et j'ai une dernière question pour toi. On avait déjà parlé, mais c'est quelle est l'implication de la direction générale, en tous les cas chez vous, chez Mecalac? Est-ce que ça a une influence sur l'organisation générale de l'entreprise, sur le soutien que peut avoir le designer en interne? Oui, alors bien sûr, ça c'est important. Moi, ce que je dirais, c'est que historiquement, chez Mecalac, le fondateur de Mecalac, donc Henri Marquetta, a très rapidement compris, on va dire, l'intérêt de l'approche design, puisque c'est lui qui a fait appel à Caligo, donc en 94, je crois, pour commencer à travailler sur les engins de travaux publics. Donc à l'époque, là, c'était il y a presque, il y a presque 30 ans. Quelque part, c'était presque un peu innovant à l'époque de travailler sur du design, sur des engins de TP. C'est sûr que ne serait-ce que 15 ans après, c'était déjà plus le cas. C'est-à-dire que tout le monde s'y est mis, et puis on voit qu'aujourd'hui, effectivement, il n'y a plus aucune marque qui ne travaille pas sur ces axes-là, que ce soit en technologie, en design, en ergonomie aussi. Donc Henri, déjà à la base, est quelqu'un qui, je dirais, qui a une vraie sensibilité produit. Donc son fils, qui aujourd'hui a repris la direction générale, là aussi. Donc moi, quand je suis arrivé chez Mecalac, j'avais déjà, on va dire, la chance d'avoir une estime de la direction générale. Ceci dit, c'est toujours étonnant de voir qu'il ne voit qu'une partie du métier. C'est-à-dire que moi, dernièrement, je sais qu'Alexandre, par exemple, m'a présenté devant un petit parterre là d'hommes d'affaires comme le styliste des pelles. Moi, j'ai rien contre le fait d'être un styliste. C'est tout à fait partie de moi, ça fait partie de mon métier. Mais effectivement, la profondeur du métier, la largeur d'intervention du métier, elle est beaucoup plus vaste que ça. Et souvent, en fait, je m'aperçois que les gens en ont une mauvaise connaissance. Alors soit ils le voient trop du côté technique, soit ils le voient du côté trop artistique, soit ils le voient plus sur la partie, je sais pas moi, design thinking. En fait, tout ça finalement c'est juste plusieurs approches du design, mais en fait, c'est un tout. C'est-à-dire qu'on doit toujours aborder l'ensemble des problématiques. On ne peut pas aborder la technique sans aborder l'esthétique. On peut pas aborder la fonctionnalité non plus sans parler d'ergonomie ou d'esthétique. Donc, et c'est toujours tous ces leviers qui sont utilisés avec parfois des compromis, bien sûr, dès qu'on met des contraintes de coût, des contraintes de quantité de production ou de difficulté de production. Mais à chaque fois, c'est vraiment tous ces leviers-là qui font que le produit, à la fin, il est équilibré et il va rencontrer un succès sur le terrain. Et en fait, je pense qu'il y a peu de gens finalement dans l'entreprise qui ont réellement une connaissance de ça. Donc ça veut dire que le designer, selon l'interlocuteur qu'il va avoir en face de lui, il faut toujours qu'il soit un peu polymorphique et qu'il utilise le bon vocabulaire ou la bonne manière d'expliquer son métier pour pouvoir diffuser sa bonne parole, on va dire. Et c'est jamais acquis. Donc c'est ce que je disais aussi précédemment. C'est jamais acquis. C'est toujours un discours qu'il faut affiner et puis qu'il faut diffuser et réexpliquer selon les personnes qui vont arriver dans l'entreprise. Parfois, c'est des personnes qui vont avoir des postes importants et qui vont avoir une influence aussi après sur les équipes design. Et il faut de nouveau refaire cette démonstration. Alors moi, pour l'instant, j'en suis encore chez Mecalac, j'en suis encore à un stade où on va dire j'ai suffisamment de liberté dans ce que je fais et j'ai pas de compte à rendre à des strates hiérarchiques trop importantes, mais c'est pas impossible que l'entreprise en grossissant amène ces strates hiérarchiques, et là ça va devenir peut-être un peu plus problématique. Aujourd'hui, je veux dire, j'ai la chance, on a la chance, parce que Tom ayant intégré l'équipe, on va dire qu'on a la chance d'avoir eu des résultats, que la gamme soit ce qu'elle est,
Et on va dire que là, pour l'instant, on a encore beaucoup de possibilités de marge de manœuvre et on a cette chance de pouvoir être très très en amont des projets. Mais c'est pas non plus gagné. Voilà, on sait pas, ça va peut-être changer. Enfin, on sait pas en fait. Voilà. Je peux pas en dire plus. Merci beaucoup. Merci de rien. pour le temps que tu nous as consacré. Merci à vous et merci à toi, Annabelle.